Ok, alors on reprend pour terminer sur le dernier chapitre que j'ai passé sur essence et dépendance, avec une diapo d'un mauvais goût horrible. Ce que je veux faire maintenant dans ce dernier chapitre du cours que je voulais qu'on étudie précédemment sur les différents types de problèmes philosophiques, euh, métaphysiques, c'est d'essayer de comprendre ces deux notions qu'on a rencontrées plusieurs fois, qui sont la distinction entre les propriétés accidentelles et les propriétés essentielles d'une part, et cette notion de dépendance ontologique qu'on vient de voir maintenant avec la théorie des tropes. D'accord. Euh, Vous avez déjà, j'ai attendu pour la faire cette séance parce qu'on avait besoin de la théorie des distinctions modales que vous avez vues avec Antoine Taillard sur nécessité et possibilité pour bien comprendre ici. De manière générale, vous allez voir que l'idée, c'est que à la fois pour les notions d'essence et les notions de dépendance, il y a une tentation qui a été longtemps dominante de comprendre ces notions à l'aide de la notion de nécessité métaphysique. En deux mots, une propriété essentielle, c'est une propriété nécessaire. Et une propriété dépendante, c'est une propriété qui est telle qu'elle ne peut pas exister, être exemplifiée sans d'autres propriétés. Ok. Ne peut pas, nécessaire, tout ça, c'est des modalités. D'accord. Et puis on va voir que pour chacune de ces notions, il y a une nouvelle approche aristotélicienne qui a été remise au goût du jour, notamment par un philosophe important aujourd'hui, Kit Fine, mais également Catherine Koslicki qui est ici, et qui tente à essayer d'expliquer ces notions-là à l'aide de la notion d'essence tenue pour plus fondamentale que les notions de modalité. Voilà, ça c'est juste le programme. On n'a que 40 minutes là-dessus, mais je pense que j'arrive à vous dire les choses de manière compréhensible. Donc ces notions d'essence et de dépendance, elles jouent un rôle central en métaphysique. Je vous répète ce que je viens de vous dire. On a longtemps considéré qu'on pouvait les analyser en termes de nécessité, autrement dit de propriété modale. Et on tend aujourd'hui à considérer que ces analyses modales échouent et qu'on doit au contraire considérer peut-être la notion d'essence comme fondamentale. Alors on commence par la différence entre les propriétés accidentelles et essentielles. Ça c'est la différence qui nous a conduit notamment à distinguer dans les théories du faisceau le noyau de la périphérie. C'est une distinction qu'on utilise tout le temps, partout. Si vous prenez Julie, elle a comme propriété accidentelle être assise, être blonde, être la femme de Paul, être née en 1978. Et elle a aussi des propriétés essentielles, être un animal, être un être humain, être la fille de Marie et Jean. Alors, beaucoup considèrent que être la fille d'eux, c'est une propriété essentielle. Il y a un fameux argument de Kripke là-dessus, l'essentialité des origines sur laquelle je ne reviens pas. Ou être une personne. Okay. Si vous prenez un nuage, maintenant, il a comme propriété accidentelle avoir la forme d'un éléphant, par exemple. Une propriété essentielle du nuage, pardonnez-moi, c'est d'être composé de gouttelettes d'eau. Le nuage peut ne plus avoir la forme d'éléphant, mais il doit être composé de gouttelettes d'eau. Si vous prenez un éléphant, cette fois, il a comme propriété accidentelle d'avoir faim. Ça reste le même éléphant une fois qu'il a mangé, mais il a comme propriété essentielle d'être un mammifère. Si vous prenez l'eau, elle a comme propriété accidentelle d'être détestée du capitaine Haddock, de ne pas être du vin. Comme propriété essentielle, on admet en général qu'elle a la propriété d'être composée de molécules de H2O. Okay. Donc vous voyez qu'on a, peu importe que vous soyez d'accord avec, est-ce que c'est vrai que c'est vraiment ça l'essence de l'eau? En général, on admet ça à titre d'exemple philosophique. Vous pouvez dire que non, pas du tout, vous n'êtes pas d'accord avec cette idée-là, mais dans tous les cas, ce qui est important pour nous ici, c'est la distinction entre ces deux types de propriétés. Comment est-ce qu'on peut la tracer et comment est-ce qu'on doit la comprendre? Donc il y a deux types de questions. Il y a pour chaque chose ou type de chose, quelles sont les propriétés essentielles? C'est en lien à la question que vous posiez tout à l'heure. Et ça, c'est pas ce que nous, on fait en métaphysique générale en tout cas. Si après vous vous intéressez à quelque chose, je ne sais pas si vous vous intéressez aux libertés juridiques, ben vous allez pouvoir vous dire qu'est-ce que c'est qu'une liberté juridique, comment on définit ça. Okay. Là, vous vous intéressez à une essence spécifique pour un type de chose. Si vous vous intéressez en tant que biologiste à tel type de poisson, vous allez pouvoir, ou au comportement reproductif de tel ou tel type de poisson, vous allez pouvoir vous dire qu'est-ce que c'est que l'essence de ce comportement-là. C'est évidemment pas ce que nous on fait en métaphysique générale. On se demande plutôt qu'est-ce qui distingue les propriétés essentielles des propriétés accidentelles. D'accord. Donc si vous voulez rentrer dans le jeu qui est très utile en philosophie et dans les sciences, autrement dit, si vous voulez rentrer dans le jeu très utile dans la philosophie et dans les sciences, pour chaque sujet qui vous est présenté, de bien distinguer les propriétés essentielles au cœur de ce sujet-là des propriétés accidentelles,
il faut déjà comprendre ce que c'est que cette distinction entre les propriétés essentielles et les propriétés accidentelles. D'accord? Et c'est ce qu'on veut faire maintenant. Ok, est-ce que vous avez des réponses à ça? Si je vous dis qu'est-ce que c'est que la différence? Pourquoi est-ce que être droitier, c'est une propriété accidentelle de Giacomo, alors qu'être une personne, c'est une propriété essentielle de Giacomo? Qu'est-ce que c'est qui distingue ces propriétés-là? Ouais. Peut-être s'il n'était pas droitier, il resterait Giacomo, mais s'il n'était pas une personne, ce serait plus Giacomo. Bien, donc s'il n'était pas droitier, il resterait Giacomo. Donc là, quand vous faites ça, on utilise une notion qu'on appelle modale de la définition. On dit on pourrait perdre une propriété, on pourrait, hein, c'est pour ça que c'est modal, on pourrait perdre une propriété accidentelle tout en restant la même personne. Mais en revanche, il y a des propriétés qu'on ne peut pas perdre, et ça, c'est les propriétés essentielles. Là, la définition que vous donnez, c'est un mélange de définitions modales, on pourrait, et aussi temporelle, parce qu'on se dit on pourrait perdre, ça veut dire on l'a déjà, et on la perdra après. Cet aspect temporel, il pose différents problèmes. Un des premiers problèmes qu'il pose, c'est si jamais vous avez des propriétés, des entités instantanées, un flash de lumière, peut-être c'est comment vous allez faire pour appliquer ça à un flash de lumière. Donc maintenant, le flash de lumière, il est, disons, éblouissant. C'est une propriété essentielle ou accidentelle? Il pourrait la perdre? Ben non, il ne pourrait pas la perdre, il est déjà fini, c'est trop instantané pour être... Donc ça pose ce problème-là. Mais, donc, je veux juste attirer votre attention sur le fait que dans cette proposition, qui est très intuitive et naturelle, quand on commence cet examen, il y a ces deux aspects. Il y a le côté, une propriété essentielle, c'est une propriété qu'on a tout le temps de son existence. Okay, il n'y a aucun moment où on la perd. Et une propriété essentielle, c'est une propriété qu'on ne pourrait pas ne pas avoir. Et là, vous avez synthétisé les deux en disant, une propriété essentielle, c'est une propriété qu'on ne pourrait pas perdre. Okay, alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est pourquoi ces deux notions de définition temporelle, puis de définition modale de ces propriétés essentielles, ne sont pas totalement satisfaisantes. Okay, en tout cas, d'après le paradigme néo-aristotélicien qui émerge aujourd'hui. Alors, je commence par l'analyse purement temporelle de l'essence. On va dire qu'une chose est essentiellement F, a essentiellement une propriété, si et seulement si cette chose est, a été et aura toujours cette propriété. Et on va dire à l'inverse qu'une chose a une propriété accidentelle ou qu'elle est accidentellement F, si cette chose n'est pas, n'a pas été ou ne sera pas toujours F. Donc une propriété essentielle, autrement dit, c'est une propriété qu'on a toujours eue et qu'on aura toujours. Une propriété accidentelle, c'est une propriété qu'on n'aura pas toujours ou qu'on n'a pas toujours eue. Okay, sur le papier, ça marche assez bien à première vue. Mais il y a, dès qu'on y réfléchit, un certain nombre de contre-exemples. Non, pardon, là c'est des bons exemples qui semblent confirmer la théorie. Être assis pour Julie, assise pour Julie, c'est une propriété qu'elle n'a pas toujours. En revanche, être une personne pour Julie, c'est une propriété qu'elle a toujours. Donc ça cadre avec notre distinction. Être un mammifère pour l'éléphant, c'est une propriété qu'elle a toujours. Avoir la forme d'un éléphant pour un nuage, c'est une propriété qu'elle n'a pas toujours. Donc que le nuage n'a pas toujours. Donc a priori, ça marche plutôt bien. Mais il y a un certain nombre d'objections. Supposez que Julie soit blonde tout au long de sa vie, qu'elle n'ait jamais changé la couleur de ses cheveux. D'après cette définition-là, ça implique qu'être blond, c'est une propriété essentielle de Julie. Alors on a envie de dire non, ce n'est pas une propriété essentielle, c'est contingent, c'est accidentel qu'elle ait été blonde toute sa vie, mais ça ne fait pas partie de ce que c'est que Julie, que d'être blonde. De la même façon, la propriété d'être née en 1978, c'est une propriété que Julie ne pourra jamais changer. Pensez à votre date d'anniversaire, elle ne changera jamais. Okay, est-ce que c'est pourtant essentiel à ce que vous êtes? Ce n'est pas complètement évident. Est-ce que Lucie n'aurait pas été Lucie si elle était née un jour plus tard? On n'est pas complètement sûr. On se dit, ouais, peut-être on aurait pu naître un peu avant, c'est pas impossible. Un exemple que j'ai pris précédemment, l'eau n'est pas du vin. Okay, l'eau ne sera jamais du vin, mais ce n'est pas essentiel à l'eau de ne pas être du vin. Quand on dit on cherche à mettre le doigt sur une propriété essentielle, dans les terminologies aristotéliciennes, par propriété essentielle, on entend parfois, souvent, la définition réelle d'une chose, ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Okay, pour reprendre une paraphrase commune. Si je vous dis qu'est-ce que c'est que de l'eau,
vous n'allez pas commencer par me lister tout ce que l'eau est pas. Ah, c'est pas du vin, c'est pas du coca, c'est pas non plus du whisky. Bref, on va pas aller très loin, d'accord? Ça me dit pas ce que c'est pas un éléphant. Vous pouvez continuer des heures, évidemment. C'est nécessaire que l'eau soit pas tout ça. Jamais l'eau sera un éléphant, et pourtant on n'a pas appris ce que c'est que l'eau, c'est quand on a appris que ce n'était pas un éléphant. Donc qu'est-ce que montre ce type d'objection-là? Ce type d'objection, elle montre que l'analyse temporelle de la notion d'essence, elle échoue à donner une condition nécessaire pour avoir une propriété, une condition suffisante pour avoir une propriété essentielle. Mais elle donne bien une condition nécessaire. Je vais vous montrer, j'ai dû mettre un schéma après. Ce qui a l'air d'être vrai, c'est l'implication qui va dans ce sens. Autrement dit, si vous avez quelque chose qui est essentiellement F, alors cette chose aura toujours la propriété d'être F. Okay. Si Lucie est essentiellement une personne, alors Lucie sera toujours une personne. Ça marche dans ce sens-là, okay, l'implication. Ce qui ne marche pas, c'est dans l'autre sens. Si Lucie a toujours la couleur des cheveux qu'elle a, ça n'implique pas que Lucie ait essentiellement la couleur des cheveux qu'elle a. D'accord ? Donc c'est cette direction de l'implication qui ne marche pas. Donc, une définition, ça implique une équivalence, d'accord ? Une équivalence, c'est deux implications. Cette implication marche, mais l'implication dans l'autre sens, ça ne marche pas. Okay. Vous voyez bien ça? Ouais, vous voyez que ce n'est pas le cas que parce qu'on a toujours une propriété, alors cette propriété est essentielle. C'est bien le cas, en revanche, que si on a une propriété essentielle, alors on l'a toujours. Ça, c'est ce que semble montrer ce bref contre-exemple. Alors, je vous ai parlé de la théorie temporelle ici, parce qu'une fois que vous avez bien compris le problème avec la théorie temporelle, vous pouvez très facilement comprendre le problème qui vient maintenant pour l'analyse modale des propriétés essentielles. Parce qu'en fait, le problème est parfaitement similaire d'un point de vue structurel. Qu'est-ce que c'est que la conception modale de l'essence? Elle a longtemps dominé la philosophie contemporaine au moins. Qu'est-ce que c'est que la conception modale? C'est qu'on dit que une chose est essentiellement F, a essentiellement la propriété d'être F, si et seulement si, et parce que cette chose est nécessairement F. Okay. Cette chose, autrement dit, cette chose n'aurait pas pu ne pas être F. Donc vous avez une propriété essentielle, à condition que vous ayez une propriété que vous n'auriez pas pu ne pas avoir. Et inversement, vous avez une propriété accidentelle si vous avez une propriété que vous auriez pu ne pas avoir, que vous n'avez pas nécessairement. Okay. Qu'est-ce qu'on entend par nécessairement ici? Eh bien là, vous devez vous rappeler la séance que vous avez eue avec Antoine Taillard. Très bref rafraîchissement de mémoire. On a trois grandes modalités qu'on appelle à l'éthique. Nécessaire, contingent, impossible. Okay. Le nécessaire et le contingent pris ensemble, ça nous donne ce qui est possible. Le contingent et l'impossible ensemble, ça nous donne ce qui n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que c'est qui est nécessaire? Vous pouvez paraphraser ça en termes de monde possible. On dit que X est nécessairement F. C'est équivalent à dire que X est F dans tous les mondes possibles. Donc si Claire est nécessairement philosophe, ça veut dire que Claire est philosophe dans tous les mondes possibles. X est contingentement F, ça veut dire que X est F dans certains mondes possibles, mais pas dans tous. X est impossiblement F, ça veut dire que X est F dans aucun monde possible. X est possiblement F, ça veut dire que X est F dans certains mondes possibles, etc. Ok, ça, vous avez dû, Antoine Taillard a dû vous bourrer le crâne avec tout ça. Il faut juste que vous ayez ça en tête maintenant, ces distinctions-là entre nécessaire, contingent, possible. D'accord ? Très important en philosophie, en métaphysique, on veut savoir ce qui est possible, mais aussi dans la vie quotidienne, c'est souvent important de savoir si ce serait possible que si vous faites je ne sais pas quoi, les statuts d'une association, les règles d'un jeu, vous organisez des vacances, vous avez envie de savoir ce qui est possible. Ah, mais c'est possible qu'il ne fasse pas beau si on va en Bretagne. Ah, bah oui, c'est possible. Okay. Bon, ça c'est une possibilité naturelle, vous voyez que c'est ce genre de choses-là. Il y a des choses qui sont impossibles, c'est important de savoir. C'est impossible si on va en Bretagne que Jérémy nous rejoigne parce que, je ne sais pas quoi, il habite en Australie, il a dit qu'il ne viendrait pas en Bretagne, etc. Donc, possible, impossible, ça sert en philosophie, mais ça sert quotidiennement. La proposition qu'on a sous les yeux maintenant, c'est celle qui identifie les propriétés essentielles aux propriétés nécessaires, propriétés qu'on a dans tous les mondes possibles. Okay. Donc, si jamais il est nécessaire que Claire soit philosophe, ça veut dire que Claire est philosophe dans tous les mondes possibles. Et ça
ça fait de la propriété d'être philosophe une propriété essentielle de Claire. D'accord ? Donc la proposition, c'est on identifie ces deux propriétés, propriété nécessaire, propriété essentielle. Ok, est-ce que vous voyez des objections à cette proposition-là? Est-ce que vous voyez des propriétés nécessaires qui ne sont pas des propriétés essentielles? On a déjà rencontré quelques-unes aujourd'hui. Une propriété qu'une chose a dans tous les mondes possibles, mais on n'a pas envie de dire que ça fait partie de sa nature, de sa définition, de ce que cette chose est fondamentalement par elle-même. Oui. Quelle est l'origine? Vous voulez dire l'origine en philosophie ou l'origine? En philosophie, la notion de propriété essentielle, elle est explicitement introduite par Aristote, même si elle est présente en germe déjà chez Platon et Socrate. C'est l'idée que quand vous avez une chose ou un type de chose, on cherche à comprendre ce qu'on appelle sa définition réelle, ce qu'elle est en elle-même, ce qui fait de cette chose ce qu'elle est. Okay? Si vous prenez Giacomo, on veut savoir ce qui fait de Giacomo ce qu'il est. Bon, il est en train de regarder son téléphone. Ce n'est pas essentiel à Giacomo. Ça fait partie des propriétés accidentelles qu'on espère qu'il va perdre. Mais donc ça, ce n'est pas l'essence de Giacomo. Okay? L'essence de Giacomo, c'est plein de choses. Ça peut être le fait que c'est une personne. Si vous voulez savoir l'essence de Giacomo par opposition à la vôtre ou à celle de Jessica, on va peut-être ajouter certains traits de caractère. D'accord ? On va dire ça, c'est la personnalité de Giacomo. Ça, c'est mais ce qu'une chose est vraiment, ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. C'est ça l'origine philosophique de cette notion d'essence. Okay ? On veut comprendre, si vous voulez définir quelque chose, en général, c'est ce que vous essayez d'attraper, les propriétés essentielles. D'accord ? Définition, essence, ça va toujours ensemble, en général. Ça va ? Donc ce qu'on cherche maintenant, c'est des propriétés qui ne font pas partie de la nature réelle d'une chose, de sa définition, et pourtant que cette chose a nécessairement, qu'elle a dans tous les mondes possibles. Est-ce que vous arrivez à penser à des propriétés comme ça, Sandrine ? Exactement. Que l'eau ne soit pas du vin. Vous n'avez aucun monde possible dans lequel l'eau est du vin. Et pourtant, comme on l'a vu, ce n'est pas une propriété essentielle de l'eau. D'accord ? Donc, vous avez tout un tas de propriétés, là c'est une propriété négative, mais qui sont des propriétés qu'on a forcément, et pour autant qui ne font pas partie de la définition de la chose en question. Je vous en donne quelques autres. Alors, pardon, il y a deux... si on avait eu le temps, je vous aurais présenté la premier type d'objection que je vous ai laissé par curiosité, mais vous n'aurez pas à l'examen. Vous avez Cohen qui est opposé à l'idée qu'il y a des propriétés modales, mais tout ça, on le passe. Ça, on le passe aussi. Ok. Oh, là, il faut... Oui, si, j'ai mis optionnel aussi. Très bien. On arrive là. Okay. Donc, Fine va donner des exemples exactement comme celui que vous venez de donner, Maureen ici. Un autre. Julie est nécessairement distincte d'un entonnoir. Il n'y a aucun monde possible dans lequel Julie est un entonnoir. Ha. Mais quand vous avez appris ça, vous n'avez pas appris grand-chose sur Julie, sur ce que c'est que Julie. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que cette personne qu'est Julie ? Donc, c'est une propriété nécessaire, mais ce n'est pas une propriété essentielle de Julie. Exemple fameux de Kit Fine, qui a été répété à l'envi. Socrate, s'il existe, est nécessairement membre du singleton Socrate. Un singleton, c'est un ensemble qui possède un seul membre. Okay ? Un singleton, c'est une entité abstraite, mathématique. Les entités mathématiques, elles existent dans tous les mondes possibles, on admet. Donc à chaque fois que vous aurez Socrate, il sera l'unique membre du singleton Socrate. Okay ? Maintenant, être membre du singleton Socrate, ce n'est pas essentiel à Socrate. Ça ne fait pas partie de la nature de Socrate. Si je vous dis qui c'est Socrate, c'est l'individu unique tel qu'il est membre du singleton Socrate. Vous n'avez pas appris grand-chose sur Socrate. Okay. Donc qu'est-ce que montre ce type de contre-exemple ? Ce type de contre-exemple, comme pour l'analyse temporelle des propriétés essentielles, il montre que toute propriété essentielle est bien une propriété nécessaire. Si vous avez une propriété essentielle, eh bien vous l'aurez dans tous les mondes possibles. D'accord ? Si Jessica est essentiellement une personne, elle l'aura dans tous les mondes possibles. Ça, on est sûr. Mais en revanche, il y a tout un tas de propriétés nécessaires qui ne sont pas des propriétés essentielles. Vous avez tous la propriété d'être distinct d'un entonnoir, ça ne fait pas partie de votre identité ou de votre définition. D'accord ? Donc,
c'est un type d'argument qui est important et qui a une forte influence parce qu'on a d'abord pensé qu'avec la notion de propriété nécessaire, on avait tout ce qu'il nous fallait pour comprendre les propriétés qui font d'une chose ce qu'elle est, les propriétés essentielles. Et en fait, avec des exemples aussi bêtes que ça, qu'est la propriété d'être distinct d'un entonnoir, on se dit, ah ben finalement, il y a tout un tas de propriétés nécessaires qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas constitutives des choses. Ok? Ça va? Ouais. Donc que dit Kit Fine que vous avez là, qui était à Neuchâtel lui aussi, il n'y a pas très longtemps. Pour lui, on ne peut pas analyser la notion d'essence, autrement dit de propriété essentielle, en termes de modalité, de propriété nécessaire. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, il ne faut pas essayer d'analyser l'essence, il faut dire au contraire que l'essence, les propriétés essentielles qui font qu'on est ce qu'on est, c'est ce qui explique la nécessité. L'essence, c'est la source de la nécessité. Autrement dit, quand vous avez une vérité nécessaire, vous pouvez vous dire, elle prend sa source, elle trouve son origine dans l'essence des choses. Dans la nature, l'essence et la nature des choses, c'est pareil. Essence, nature, on utilise de manière synonyme. Définition réelle, c'est synonyme. L'essence trouve les choses, la nécessité trouve son fondement dans la nature des choses. Donc si vous reprenez cet énoncé qu'on vient de mentionner comme objection à la théorie modale, Socrate est nécessairement membre du singleton Socrate. On admet que ça c'est une vérité métaphysique. Dans tous les mondes possibles, Socrate sera le seul membre du singleton Socrate. Singleton, vous vous souvenez encore une fois, c'est un ensemble qui a un seul membre. Il n'y a pas un seul monde dans lequel Socrate, s'il existe, n'est pas membre du singleton Socrate. Ok. Maintenant, cette nécessité-là, si je vous dis, d'où trouve-t-elle sa source? Okay. On a vu qu'elle n'est pas de la nature de Socrate. Ce n'est pas dans la nature de Socrate que d'être toujours membre de son singleton. Donc quelle est la nature ou l'essence qui peut faire naître cette proposition nécessaire-là? En vertu de quoi est-il vrai que Socrate est nécessairement membre du singleton Socrate? C'est pas la nature de Socrate. Ça doit être la nature de quelque chose. Ça peut être la nature de quoi? Pardon? Socrate et lui-même, c'est pareil. Hein. Donc, oui, pourquoi est-ce que ce n'est pas la nature de lui-même? Pour la même raison qu'on disait tout à l'heure, si je vous dis définissez-moi Socrate, vous n'allez pas me dire il est distinct d'un entonnoir, et vous n'allez pas me dire non plus il est membre de l'ensemble dont il est le seul membre. On n'apprend rien sur Socrate si on se dit ça. D'accord? Et pourtant, cette phrase, elle est vraie. Donc, elle n'est pas vraie en vertu de la nature de Socrate ou de lui-même. En vertu de la nature de quoi est-ce qu'elle peut être vraie, cette phrase-là? Maureen? De ce que c'est un singleton. Exactement, en vertu de la nature de ce que c'est qu'un singleton. D'accord? Ce que c'est qu'un singleton, c'est ça qui fait que chaque chose est l'unique membre de ce singleton. Okay? Donc, cette phrase-là, elle ne nous apprend rien sur Socrate. Elle ne naît pas de la nature de Socrate, mais elle naît de la nature de ce que c'est qu'un singleton. Étant donné ce que c'est qu'un singleton, c'est une entité abstraite qui existe dans tous les mondes possibles, alors forcément, il y aura ce type de vérité-là. D'accord? Donc vous voyez que ce qui est intéressant quand vous faites cette distinction-là, c'est quand vous rencontrez des vérités nécessaires, vous avez une question qui apparaît ensuite, qui est de localiser l'origine de cette nécessité. Est-ce que c'est dans la nature de Socrate? Est-ce que c'est dans la nature du singleton? Et là, on la place dans la nature du singleton. Vous voyez que pour faire ce programme de recherche-là, vous devez accepter que la notion d'essence est plus fondamentale que la notion de nécessité. D'accord? Il y a des choses qui ont une essence, et c'est elle qui explique qu'il y a des vérités nécessaires. Ok. Alors, on avait une analyse modale qu'on a rejetée qui nous disait que la propriété nécessaire, c'est la même chose qu'une propriété nécessaire, c'est la même chose qu'une propriété essentielle, et qu'une propriété contingente, c'est la même chose qu'une propriété accidentelle. Si on suit cet essentialisme de Fine, mais déjà d'Aristote, de Husserl, comme on va voir dans un instant, et comme on verra au second semestre, on rejette cette identité entre les propriétés nécessaires et les propriétés essentielles, mais on continue à accepter que toute propriété essentielle est nécessaire et que toute propriété contingente est accidentelle. Okay. Voici ce que dit Fine.
Thus, different essentially induced truths may have their source in the identities of different objects. Identities, c'est comme essence ou nature ici. C'est trois manières de dire la même chose. Socrates being a man having its source in the identity of Socrates, two being a number having its source in the identity of two. Est-ce que j'ai besoin de vous lire tout ça? Je ne vais pas vous lire ça maintenant. Ce que je vais vous lire, c'est plutôt ça, parce que je voudrais vous parler de dépendance. Je pense que vous avez compris la notion de nécessité, l'idée de Fine que la nécessité est fondée dans l'essence, plutôt que l'essence n'est réductible à la nécessité. Et c'est une notion qu'on trouve déjà chez Husserl. Okay? Define. Husserl utilise cette expression, et déjà l'idée, même si elle n'est pas toujours explicitée, elle est présente chez Aristote, que la nécessité a priori, autrement dit la nécessité métaphysique, prend racine dans l'essence des choses. Okay? Donc si vous adoptez cette essence, cette approche aristotélicienne, vous voyez le monde des choses autour de vous comme des choses qui ont certaines natures, certaines essences, le noyau, si vous voulez, dans les théories du faisceau, des propriétés qui déterminent ce que ces choses sont, et en vertu de ces propriétés naissent un certain nombre de vérités nécessaires. Okay? C'est impossible que Julie soit un entonnoir, parce que ça ne fait pas partie de ces propriétés essentielles. Bien, donc ça c'est l'approche essentialiste. J'aurais dû rajouter Aristote, mais je n'ai pas trouvé de photo. Bien, approche essentialiste de l'essence. Dernière chose que je veux vous dire, toute dernière, je vous promets. Quand on a parlé des tropes, à l'instant, on a parlé de cette notion de dépendance ontologique. Puis j'ai insisté sur le fait que ça traçait une ligne de différence importante entre différents philosophes, ceux qui acceptent qu'il y ait des entités dépendantes ontologiquement les unes des autres, et d'autres pas. C'est une notion qui est centrale en métaphysique et dans tout un tas d'autres domaines de philosophie, la dépendance. Certains essayent de s'en passer, mais ce n'est pas facile. Je vous donne quelques exemples de dépendance ontologique pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Les substances, souvent, sont définies comme des entités ontologiquement indépendantes, qui peuvent exister sans les autres. Quand on a vu le débat, est-ce que je vous en ai parlé, peut-être pas là, mais le débat tel qu'on le pose en général, le réalisme entend, non pas qu'il est opposé au nominalisme, mais en tant qu'il est opposé à l'idéalisme. En général, on dit que l'idéaliste, c'est celui qui pense que le monde dépend de notre esprit, ou dépend du fait qu'on le perçoive. Ça, c'est ce que dit Berkeley. Le réaliste, c'est celui qui pense que le monde ne dépend pas du fait qu'on le perçoive, ou ne dépend pas de notre esprit. Cette notion de dépendance, vous la rencontrez dans plusieurs débats ou questions métaphysiques. Si vous voulez distinguer, comprendre la relation entre les frontières et leur intérieur. Là, vous avez la frontière du tableau, et puis vous avez le tableau au milieu. Quelle est la relation entre la frontière et l'intérieur? Beaucoup disent que les frontières, elles dépendent de ce qu'elles délimitent. Okay? La relation entre le trou et l'émental. Le trou ne peut pas exister sans l'émental. C'est quoi? Ce n'est pas une relation causale, c'est une relation de dépendance ontologique. D'accord? Il ne pourrait pas y avoir de trou s'il n'y avait pas de fromage. La relation entre les états mentaux et les personnes dont ils sont les états mentaux. Okay? Si vous êtes perplexe, alors cette perplexité, elle dépend de vous. Les relations, comme on l'a vu, entre les propriétés particulières ou tropes et les personnes qui les possèdent, entre le sourire de Julie et Julie. Un autre endroit où on a rencontré la dépendance. Vous vous souvenez du débat entre, parmi ceux qui acceptent les universaux, ceux qui vont avec Aristote et qui disent que les universaux existent in rebus, dans les choses, et ceux qui vont avec Platon et qui disent que les universaux sont transcendants, qu'ils existent dans un ciel platonicien. Pour ceux qui pensent que les universaux sont immanents, existent dans les choses, ils disent, comme Armstrong, que ce n'est pas possible qu'un universel existe sans être exemplifié. Okay? Les universaux dépendent des choses concrètes. Les ensembles et leurs membres, on a vu à l'instant, pour qu'un ensemble existe, il faut que ses membres existent. Dépendance ici. Dépendance entre un processus et ses participants. Si vous prenez un processus comme un match de foot, vous ne pouvez pas avoir un match de foot sans les joueurs. Entre un processus et ses parties temporelles, vous ne pouvez pas avoir un match de foot sans la première mi-temps, ni la deuxième. Dépendance entre un objet matériel et ses parties spatiales. La table dépend de ses pieds, de son plateau, etc., de la matière qui la constitue. Encore une différence un peu différente, différence entre un objet matériel et la matière qui le constitue. Dépendance entre une mélodie et les notes qui constituent la mélodie. Vous ne pouvez pas avoir une mélodie sans les notes individuelles qui la constituent. Bref,
dépendance entre la couleur et l'étendue, dépendance entre les, pour ceux qui ont suivi la séance que j'ai faite dans le cours 13 questions, dépendance entre les valeurs et les propriétés non évaluatives. Si Julie est jolie, elle est jolie en vertu de certaines de ses propriétés, son petit nez, etc. Donc, ça c'est juste un point pour vous dire que si vous voulez vous débarrasser de la dépendance, si vous voulez suivre Hume et d'autres, vous avez un agenda assez chargé parce qu'on fait souvent appel à cette notion de dépendance. Si vous reprenez tous les exemples que je vous ai donnés là, vous voyez qu'il y a une différence importante entre cette dépendance ontologique, métaphysique, et la dépendance causale. Donc la grâce de Julie dépend des mouvements de Julie, mais elle n'est pas causée par les mouvements de Julie. D'accord ? On ne peut pas réduire cette dépendance-là à une dépendance causale, comme une pierre cause le bris d'une vitre ou comme le vent cause les mouvements des feuilles dans l'arbre. Le trou dépend de l'émental, mais le trou n'est pas causé par l'émental. Okay ? Il est causé par un processus chimique, mais ce n'est pas de la causalité ici. Le singleton Socrate dépend de Socrate, mais il n'est pas causé par Socrate. La couleur dépend de l'étendue, mais elle n'est pas causée par l'étendue. Donc on a ici une forme de relation particulière entre des différents types d'entités, des entités numériquement distinctes, les unes ne pouvant exister sans les autres. Et je vais vous épargner ça. Ça, je vous en ai parlé déjà. Vous avez les Humiens d'un côté et ceux qui sont copains avec Brentano de l'autre, ceux qui n'aiment pas la dépendance comme Hume, mais ceux qui les aiment bien. Ça, c'est les amis de la dépendance, mais on en parlera au second semestre. C'est l'école de Brentano, mais ça, je vous en reparlerai pour ceux qui suivent l'histoire de la philosophie. Je vous mettrai les petits points optionnels sur ces diapos que je viens de passer. Alors, ça, c'est la dernière chose que je veux vraiment vous dire sur la dépendance. Parce que vous allez voir que la discussion de la dépendance, elle est très symétrique à la définition des propriétés essentielles qu'on vient de voir. Autrement dit, vous avez une première approche de la dépendance qui essaye de comprendre la notion de dépendance ontologique de manière modale. Et il va y avoir une autre approche de la dépendance qui va éviter de faire appel à la notion modale parce qu'elle se rend compte que ça se heurte à des contre-exemples importants. Donc, la définition la plus directe de la dépendance, c'est cette définition modale. Qu'est-ce que c'est ? On va dire qu'une chose dépend d'une autre chose, si et seulement si, et parce que, par définition, il est nécessaire que si cette chose existe, l'autre existe. Donc, le sourire de Jessica dépend de Jessica. Si et seulement si, il est nécessaire que si le sourire de Jessica existe, Jessica existe. Car vous ne pouvez pas trouver le sourire de Jessica qui se balade tout seul sans Jessica. Ça, c'est la dépendance du sourire de Jessica à l'égard de Jessica. Et puis, vous avez une analyse modale de l'indépendance qui consiste à dire qu'une chose est indépendante d'une autre s'il n'est pas nécessaire que l'autre existe pour qu'elle existe. Okay. Donc, les lunettes de Jessica, elles peuvent exister sans Jessica. Elles ne sont pas ontologiquement dépendantes de Jessica, mais son sourire est ontologiquement dépendant de Jessica. Donc ça, c'est la manière presque standard, pendant longtemps qui a été souvent longtemps admise pour tracer la distinction entre des entités dépendantes les unes des autres. Une entité dépendante, elle ne peut pas exister sans une autre. Une entité indépendante, elle peut exister sans une autre. Okay, ça doit être assez intuitif. Alors, cette définition de la dépendance, elle se heurte à un certain type d'objections qui vont vous rappeler fortement celles qu'on vient de voir au sujet de l'essence. Premièrement, il y a peut-être des êtres nécessaires. Supposez que Dieu existe. Ceux qui croient que Dieu existe, ils pensent que Dieu existe nécessairement, qu'il existe dans tous les mondes possibles. D'accord ? Il n'y a pas un monde possible dans lequel il y a Dieu et un monde possible dans lequel Dieu n'existe pas. S'il existe, il existe partout. Les nombres, s'ils existent, ils existent pareil dans tous les mondes possibles. Okay. Si c'est vrai que Dieu existe, alors ça implique que Julie ne peut pas exister sans que Dieu existe. La conclusion qu'on doit tirer de ça, c'est que Julie, elle dépend ontologiquement de Dieu. Comme si Julie, c'était une forme de sourire de Dieu, si vous voulez. C'est joliment, peut-être c'est ça, Julie. C'est un joli sourire de Dieu. Mais en attendant, ce n'est pas la manière dont on conçoit les choses. On a envie de dire, ce n'est pas parce qu'on croit que Dieu existe qu'on pense que toutes les choses dans le monde sont des modes de Dieu. Spinoza dirait quelque chose comme ça, mais c'est pas en tout cas, on veut laisser la place à
des philosophes, des métaphysiciens qui pensent que Dieu existe et que le reste des choses ne sont pas juste individuellement dépendantes de Dieu. Prenez les nombres, si c'est plus clair. Le nombre 3, s'il existe, il existe nécessairement. Okay. Si on a défini la dépendance comme il est impossible d'exister sans, alors on est tous dépendants du nombre 3. On n'est pas des substances, on est par naturellement hétéronome, on dépend de l'existence du nombre 3. On voit que ça ne marche pas, d'accord? On n'a pas envie de dire, juste parce que le nombre 3 existe nécessairement, toutes les choses sont dépendances du nombre 3. Vous voyez le problème? Revenez bien à la définition avant. Qu'est-ce que c'est que dépendre? C'est ne pas pouvoir exister sans. Okay, si le nombre 3 existe partout, vous ne pouvez pas trouver Maureen sans le nombre 3. À chaque fois qu'on trouve Maureen, on trouve le nombre 3. On n'a pas envie de crier victoire en disant ah, Maureen, elle est dépendante du nombre 3. Non, c'est pas dû à la nature de Maureen, c'est juste dû au fait que le nombre 3 existe partout. Les singletons, mais c'est exactement le même problème. Ça, c'est une façon de dire ça avec Dieu qui marche bien. Donc vous avez cette idée que Dieu voit tout. Okay, donc supposez que Dieu existe. Dieu, il voit absolument tout. Il n'y a rien qu'il ne voit pas. Alors évidemment, quand les chrétiens, les catholiques mettent ça en avant, c'est pour pas que vous fassiez de bêtises. Mais supposez que Dieu voit vraiment absolument tout, tout le temps. Il n'y a rien qui échappe à son regard. Okay. Est-ce que de ça, vous voulez conclure que nous sommes tous des entités qui existent dans l'esprit de Dieu, qui dépendons de Dieu? Vous savez peut-être qu'il y a un philosophe qui a défendu ça, qui s'appelle Berkeley, qui dit que toutes les choses sont en réalité dépendantes de notre esprit. Être, c'est être perçu. D'accord ? Donc pour Berkeley, qui est un idéaliste, vous êtes tous des perceptions dans l'esprit de Dieu. Okay ? Vous n'existeriez pas sans qu'on vous voie. Okay ? C'est une thèse possible, mais vous voyez bien qu'on peut croire en l'existence de Dieu sans être berkeléen, sans penser que tout ne pourrait pas exister sans que Dieu le voie. Okay ? On ne doit pas notre existence au fait que Dieu nous voit. Pour la plupart de ceux qui croient en Dieu ne sont pas des idéalistes berkeléens, c'est des réalistes. Ils pensent qu'on n'existe pas parce que Dieu nous regarde. Okay ? Or, si vous acceptez cette définition de la dépendance, vous devez forcément aller avec Berkeley. Vous ne pouvez pas accepter l'existence de Dieu sans accepter que vous dépendiez de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette histoire-là? Eh bien, la même chose que ce qu'on a fait jusque-là, et je conclue dans un instant. Il est vrai que si une chose dépend d'une autre, ontologiquement d'une autre, alors cette chose ne peut pas exister sans cette autre. Ça marche dans ce sens-là. Ce qui ne marche pas, c'est l'autre sens. Ce n'est pas suffisant de dire parce qu'une chose ne peut pas exister sans une autre, alors elle dépend de cette chose-là. On ne peut pas exister sans le nombre 3, mais on ne dépend pas du nombre 3. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, vous avez deux grandes réponses alternatives qui ont été proposées. L'une par Kit Fine, l'autre par Fabrice Correia, qui est professeur à Genève. Analyse essentialiste de la dépendance, c'est l'analyse suivante, c'est de dire que X dépend de Y, si et seulement si il est nécessaire, en vertu de l'essence de X, que Y existe si X existe. Autrement dit, on dépend d'une chose si, en vertu de ce qu'on est, en vertu de sa nature, on ne peut pas exister sans cette autre chose. Okay. Donc Jessica ne peut pas exister sans le nombre 3. Mais ce n'est pas en vertu de la nature de Jessica qu'elle ne peut pas exister sans le nombre 3. C'est en vertu de la nature de quoi? Du nombre 3. C'est juste parce que le nombre 3 est nécessaire. Donc ça ne fait pas de Jessica un être dépendant du nombre 3. Ça, c'est la première réponse. Et l'autre analyse que propose Correia, c'est de dire qu'une chose dépend d'une autre, si et seulement si nécessairement, si X existe, alors c'est en vertu de l'existence de Y. Donc il donne une caractéristique explicative ici. Il peut aussi donner une réponse à l'exemple du nombre 3, donc en disant c'est vrai que Jessica ne peut pas exister dans le nombre 3, mais ce n'est pas parce que le nombre 3 existe que Jessica existe. Okay. Ce n'est pas parce que Dieu voit Jessica que Jessica existe. Okay. Donc, dans un cas, vous faites appel à l'essence pour exclure les cas bizarres. Dans l'autre cas, vous faites appel à une relation d'explication en vertu d'eux pour exclure les cas bizarres. Donc, dans tous les cas, vous ne voulez pas juste définir la dépendance en disant ne pas pouvoir exister sans. Soit vous faites ne pas pouvoir exister sans en vertu de l'essence, en vertu de notre essence, soit vous faites ne pas pouvoir exister sans parce que ce n'est pas en vertu de la chose en question que l'on existe. Okay. Est-ce que ça va? J'ai été un peu vite sur cette... Enfin, est-ce que vous avez des questions sur cette notion non monade de l'essence, de la dépendance ontologique? Moyen? Vous êtes perdu ou pas? Je fais juste une petite conclusion.
la question de la dépendance ontologique, c'est comment est-ce qu'on explique que certaines choses dépendent d'une autre. Première solution. Vous dites une chose dépend d'une autre si elle ne peut pas exister sans cette autre chose. C'est vrai que c'est une chose dépend d'une autre, elle ne peut pas exister sans cette autre chose. Dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas vrai que si une chose ne peut pas exister sans une autre, alors elle dépend de cette autre chose. Le contre-exemple à ça, c'est le nombre 3 et Jessica. Jessica ne peut pas exister sans le nombre 3. Ça ne fait pas de Jessica quelqu'un qui dépend du nombre 3. Ça montre juste que le nombre 3, il existe partout. Partout où il y a Jessica, il y a le nombre 3. Mais ce n'est pas de la faute de Jessica, c'est de la faute du nombre 3. C'est un être nécessaire. Okay, si on accepte cette théorie des nombres qu'admettent en général les réalistes sur les nombres. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre la dépendance ontologique? On a deux choix. Soit on dit Jessica ne dépend pas du nombre 3 parce que ce n'est pas dans la nature de Jessica de n'exister que si le nombre 3 existe. Si vous allez creuser la nature de Jessica, vous disséquez Jessica, vous n'allez trouver aucune référence au nombre 3. Il y aura plein de choses, il y aura que c'est un mammifère, que c'est une personne, que c'est quelqu'un avec le caractère qu'elle a, mais vous ne trouverez pas trace du nombre 3 dans la nature de Jessica. Soit vous dites, ça n'est pas parce que le nombre 3 existe que Jessica existe. D'accord ? Ok, c'était le mieux que je puisse faire pour vous résumer ça brièvement. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite d'excellentes fêtes tous ensemble. Vous faites bien la fête et puis après avoir récupéré le premier et le 2, vous vous remettez à travailler la métaphysique, à lire Armstrong, à lire Simons et à réviser pour vos examens. Je me réjouis de vous retrouver au semestre prochain et tout de bon d'ici là. À vous tous. À bientôt. Oui. Juste une petite question, les examens. Ouais. Est-ce qu'on doit apprendre quel philosophe se rattache